Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La Constitution béninoise a 28 ans ce 11 décembre 2018. Une loi fondamentale qui a résisté au temps et à l'espace. À suivre dans cette édition les impressions des citoyens. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a reçu en audience une délégation de la Cour de justice de l'UEMOA ce jour. Ses hôtes l'ont félicité pour sa nomination et ont abordé plusieurs autres sujets. Les détails dans cette édition. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé la suspension de l'exécution de la sentence contre Sébastien Adjavon dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Suivez dans cette édition la réaction du juriste générique Arwangoulou. À l'approche des fêtes de fin d'année, les femmes du marché d'Antokba se plaignent de méventes. À découvrir l'ambiance qui règne sur les lieux. « 11 décembre 1990, 11 décembre 2018. La loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin a 28 ans. Adoptée par le peuple béninois par référendum quelques mois après la conférence des forces vives de la nation, elle a résisté à plusieurs tentatives de sa modification. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient. Avec cette constitution, je crois que le Bénin a évolué. Le Bénin a évolué et tout va bien. Mais il faudrait que nous respections cette constitution-là. D'accord, nous la respectons. Et c'est à cause de cette constitution que le Bénin prospère et nous sommes enviés ailleurs, dans les autres pays. La constitution, c'est vrai, politiquement, elle est stable, mais économiquement, il reste beaucoup à faire. C'est pour cela que nous observons des dérives au niveau des affaires économiques, des affaires domaniales, etc. Donc, je préconiserais que la part que la Constitution offre aux affaires économiques soit un peu plus soutenue. Nous avons une Cour constitutionnelle active, très active, comparée à certains pays. Donc, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle en question montre que la Constitution est bien appliquée, que tout le monde essaie d'être dans les normes de la Constitution. Quand il y a des dérives constitutionnelles, la Cour essaie de trancher à chaque fois. Une délégation de la Cour de justice de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA s'est rendue au cabinet du président de la Cour constitutionnelle dans la matinée de ce mardi 11 décembre 2018. L'objet de cette rencontre est de féliciter le président Joseph Diogbenou pour sa nomination à la tête de cette haute juridiction et par la même occasion lui fait part des activités pour laquelle la Cour de justice de l'UEMOA est à Cotonou. Je vous invite à suivre la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Joséphine Suzanne Eba Touré, pour en savoir davantage. Nous l'avons félicité pour sa nomination à ce poste noble et difficile. Nous lui avons souhaité bonne chance et puis nous lui avons fait part aussi des activités pour lesquelles la Cour de justice est à Cotonou. Nous menons une activité extrajudiciaire qui consiste à la vulgarisation de la norme communautaire. Donc nous allons faire une formation à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et nous aurons aussi une formation à l'endroit des élèves magistrats, des auditeurs. Et donc nous lui avons fait part de cette activité-là et d'autres activités de la Cour. Et nous avons convenu de nous revoir à l'effet de faire une visite d'imprégnation au niveau de la Cour de justice de l'UEMOA Ouagadougou. Et nous avons aussi promis d'échanger sur nos différentes cours pour mieux nous connaître
tout cela dans l'intérêt du citoyen. Toujours à la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, une conférence a été organisée ce matin sur l'organisation des prochaines élections législatives et les activités préélectorales menées. Le but visé est d'avoir une organisation précise et transparente lors de ces élections. C'est en présence effective du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogwenou, le président de la Sénat et quelques membres du gouvernement. Reportage signé Anifat Boukari, chef Terongay. Les élections législatives de 2019 s'annoncent à grands pas. C'est dans cette optique qu'une conférence est tenue dans la matinée de ce mardi dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Cette séance a été organisée dans le but de préparer et d'avoir une organisation précise et transparente lors de ces élections. Pour une élection pacifique et transparente, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'attelle à la préparation du scrutin de l'année prochaine. Et dans ce cadre, plusieurs activités préélectorales ont été effectuées. La Cour constitutionnelle est heureuse d'accueillir les institutions en charge de la préparation et de l'organisation des élections, notamment de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas seulement heureuse parce qu'elle vous reçoit. Elle est heureuse parce que c'est dans sa mission constitutionnelle d'assurer la veille d'une organisation crédible, transparente des élections. Mesdames et messieurs, chacun de nous sait que de la qualité de la préparation des élections dépend la qualité du déroulement des élections. Et nous sommes tous envoyés en mission, outillés par la Constitution et les lois en vigueur, au fin d'assurer cette qualité nécessaire à notre démocratie. Toujours dans le but d'avoir une élection réussie, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, en collaboration avec son collègue en charge de la Défense, ont prévu mettre en place des mesures de sécurisation au niveau des sites de vote. S'agissant de l'organisation de ces élections à venir, le gouvernement n'a pas de prise directe en dehors donc, de la mise en œuvre ou de la mise en place des moyens, et le ministère dont j'ai la charge servira d'interface entre toutes les autres structures impliquées, notamment votre institution, Monsieur le Président de la Sénat, le Président de la Cour constitutionnelle, ainsi que l'Assemblée nationale, s'il est chef. Je veux parler, je pense au COSLEPI. Mon collègue en charge de la défense a une bonne partie pour ce qui concerne la sécurisation, le convoyage du matériel électoral ainsi que de la sécurisation des sites, des bureaux de vote de toute la population lors de cette campagne-là. Le ministre de l'Intérieur, qui malheureusement n'a pu venir à cette rencontre, met également en œuvre un plan opérationnel pour couvrir l'ensemble des opérations, la partie de la sécurité lui incombant au titre de cette élection. Il faut rappeler qu'un observatoire en charge des processus électoraux a été mis en place et la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé un atelier de formation à l'endroit de ces cadres dans la perspective de l'organisation de ces prochaines élections législatives. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné la suspension du jugement contre Sébastien Adjavon dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Une décision qui a suscité des réactions de plusieurs autorités, en l'occurrence Maître Générique Arongonou. Le juriste sans langue de bois a mis en doute la compétence de la Cour africaine à trancher dans cette affaire. Il était au micro de Marcel Fondi. La Cour ne s'est même plus penchée sur ces autres violations, mais ce qui a intéressé la Cour, c'est plutôt la décision de la CRIET. Cette décision de la CRIET est une atteinte grave à notre organisation judiciaire. Parce que la CRIET qui est visée dans cette décision a été créée par une loi spéciale. Et cette loi
intègre notre organisation judiciaire. En ordonnant tel qu'elle a fait le sursis d'une décision rendue par la CRIET, est-ce qu'elle-même pense rigoureusement que sa compétence est établie par rapport à cette décision qu'elle a rendue? Absolument pas. Elle le sait tellement vrai, c'est tellement vrai qu'elle-même, dans un jonglage juridique, puisque tout juridique qui est saisi, de la plus petite justice à la plus grande, des nationale ou internationale, avant de rendre telle décision que ce soit, elle doit statuer d'abord sur sa compétence. Mais dans ce flou artistique, comme la Cour elle-même sait que l'article 3 que je viens de lire ne lui permet pas vraiment d'asseoir sa compétence, elle a trouvé une curieuse trouvaille. Dans la motivation, elle dit le traitement d'une requête déposée devant elle, la Cour doit déterminer quelle est la compétence en vertu de l'article 39 de son règlement et les articles 3 et 5 du protocole. Elle l'a rappelé également. Mais curieusement, elle finit par dire concernant l'examen d'une demande de mesure provisoire, la Cour n'a pas besoin d'établir quelle est la compétence sur le fond, mais s'assure qu'elle a première vue juridiction. Ça, c'est la première fois que je lis une telle, disons, une telle bêtise en 20 ans de carrière. On doit savoir que lorsqu'une juridiction, à quelque niveau que ce soit, rend une décision, elle se dessaisit immédiatement du dossier. La CRIET a rendu sa décision le 18 octobre. Ça veut dire que, alors où nous parlons, la CRIET n'est plus saisie de ce dossier-là. Qui plus est, les conseils de Adjabon Sébastien ont dit avoir relevé pouvoir contre la décision. Cela veut dire que ou cette décision, ce dossier est déjà acheminé à la Cour suprême, ou cette décision est en train d'être préparée pour être acheminée à la Cour suprême. Dans tous les cas, la CRIET n'est plus en possession de cette décision-là. Mais comment va-t-elle encore exécuter une décision pareille si elle n'est plus en possession de cette décision? Il s'agit d'une méprise de la part de la Cour. Il faudrait qu'elle prenne les mesures idoines, qu'elle comprenne que nous sommes de l'Union africaine et que tous les pays ne se ressemblent pas. Parce qu'il me semble qu'il y a une confusion au niveau de la Cour. Parce que, vous savez, le pays, l'Afrique est faite de deux pays moins démocratiques, peu démocratiques, et de pays phares de la démocratie. Nous sommes parmi les pays phares de la démocratie. Nous ne sommes pas dans une dictature. Et cette décision de la Cour veut nous renvoyer dans les périodes sombres de notre histoire avant 1990. Or, depuis 1990, il ne peut pas y avoir d'interférence entre l'exécutif et le judiciaire. Même si l'exécutif veut même exécuter, le ceci se fera de quelle façon? C'est ça, ce n'est pas décret? Ou de quelle façon? Nous ne sommes pas dans une dictature, nous sommes dans un pays démocratique. L'atelier d'approbation de la démarche de mise en œuvre de la composante 2 du projet ACES a été organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ce mardi matin pour ses cadres. Renforcer leurs capacités pour une bonne appropriation des divers projets, notamment celui des filets sociaux, est l'objectif visé. Le renforcement des capacités des cadres pour une bonne appropriation des divers projets que le ministère est appelé à conduire constitue l'un de nos défis majeurs quand on sait que les cadres de ce ministère à divers niveaux ont contribué et continuent de s'impliquer dans la mise en œuvre de plusieurs projets au profit des groupes sociaux tels que les actions contre la faim et la malnutrition, l'approche participative et initiative communautaire, diagnostic social et secours, etc. Et il contribue avec beaucoup de succès et de volonté. Toutefois, l'opérationnalisation des filets sociaux dans le cadre de la composante 2 du projet ACCESS requiert des exigences à satisfaire en termes d'internalisation et d'appropriation de la démarche et de stratégie à développer. Par ce fait, vous cadres allez jouer votre partition au projet ARCHE qui vise à améliorer les conditions vitales
des plus démunis, des pauvres extrêmes, qui constituent la grande partie de notre population. Et c'est le lieu de vous dire que je me retrouve à l'aise à porter tout ce qui est social, à être, comme quelqu'un l'a dit, au moment des pauvres. C'est à travers ces mots que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce mardi 11 décembre au démarrage de l'atelier d'approbation de la démarche de mise en œuvre de la composante 2 du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACES. Cette rencontre a pour but l'appropriation par les cadres du dit ministère du mécanisme des filets sociaux mis en œuvre par le projet de services déconcentrés conduit par les communautés PSDCC, un concept que le secrétaire exécutif explique. Les programmes de filets sociaux sont des programmes à l'intention des personnes pauvres et vulnérables pour leur permettre d'accroître leurs moyens de subsistance, pour leur permettre d'accroître leur capacité à se prendre en charge afin qu'ils sortent définitivement ou progressivement de la pauvreté. Quand on parle de filets sociaux, il y a plusieurs mécanismes. Il y a par exemple les transferts monétaires, les transferts d'argent à des ménages pauvres extrêmes, comme je viens de le décrire, qui n'arrivent pas à se prendre en charge. Il y a des exemptions, il y a des exonérations, il y a la prise en charge d'un certain nombre de besoins fondamentaux, et il y a des secours. Donc, les filets sociaux regroupent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ensemble d'interventions. Donc, il y en a déjà, il y a des programmes de filets sociaux, mais la spécificité de ce que fait Access, c'est à l'endroit des pauvres extrêmes. Méthodologie unique d'identification des pauvres extrêmes ou non, mobilisation au niveau des communautés et communication sont entre autres les stratégies mises au point par le programme pilote des filets sociaux. Les périodes de fête profitent généralement aux commerçantes. Mais actuellement au marché d'Ontokpa de Cotonou, de la désolation se lit sur les visages. Les vendeuses crient mévente. Un constat fait par Jacques Marion d'Almeida et Belvide à Doimbo. Période de fête, période de vente et de petits commerces. Mais un tour dans le marché de Dantokpa pour voir comment les choses évoluent, c'est la désolation totale. Les vendeuses de ce marché se plaignent de la mévente malgré la diminution totale des coûts des produits. Pour les vendeuses du marché, c'est à l'approvisionnement que certains articles coûtent cher à cause de la douane. Elles exhortent les autorités de revoir les prix de la douane pour permettre l'écoulement des produits, vu le temps que traverse chacun dans le pays. Mais
Mais elles espèrent toujours la clientèle. Même aux dernières heures, les empreintes peuvent toujours se faire comme les années antérieures. La 5e journée de la Ligue 2 de football du Bénin a été prophilique en but. Au total, 22 buts ont été inscrits au cours de cette journée. Entre autres résultats, Akonke de Tcheti a étrillé Delta de Glazoué 3-0. L'AS Cotonou a corrigé Dadje FC d'Aplaroué 5-1. L'AS Tado a pris le dessus sur Dynamo de Parakou 3-1. Rodio FC a gagné l'UNB 2-1 en déplacement. Et les Requins FC ont dominé Zazira sur la plus petite des marges 1-0. Au classement provisoire, Audio FC reste leader avec 13 points, suivi de l'AS Cotonou 12 points et Espoir de Savalou 11 points. Akonke 15e, JSO 16e, JSA 17e, Dadje 18e et Delta 19e sont relégables. En handball, la finale de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames va opposer le Sénégal à l'Angola à Brazzaville au Congo. Les Sénégalaises ont validé leur ticket en venant à bout des Congolaises de Kinshasa 22-21, alors que les Angolaises, 12 fois vainqueurs de la compétition, se sont facilement disposées des Camerounaises 25-16. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.